Ah, ok.
Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Vous êtes là? Bonjour. Oui, madame, on est là. C'est là. Donc, on va poursuivre les cours sur les organes nerveux. On va traiter aujourd'hui le prochain cours, le cours suivant, le cortex cérébral, pas la totalité du cerveau. On va juste traiter la partie grise, la matière grise, substance grise qu'on appelle le pallium, qu'on appelle également le cortex cérébral, qu'on appelle aussi l'écorce cérébrale. C'est une ancienne appellation, mais elle tient toujours. Donc, le cortex cérébral. Voici une représentation microphotographique des deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche, avec les circonvolutions cérébrales, la fissure longitudinale moyenne, médiane, avec les sillons qui délimitent, donc qui subdivisent la surface du cerveau en circonvolutions. C'est des sillons, c'est des plis superficiels, et les plis profonds délimitent des lobes cérébraux. Donc, ce qui nous intéresse, on va étudier le détail structural de la structure de l'écorce cérébrale. Voici dans cette microphotographie, cette image très bien, qui illustre très bien les deux hémisphères, l'hémisphère cérébral droit et l'hémisphère cérébral gauche, avec les hémisphères cérébelleux, avec le vernis. Voilà, au bas du crâne, et le bulbe, en cérébral, le bulbe. Voilà. Voici l'hémisphère gauche, cérébral gauche, avec les circonvolutions. Si vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que les caractéristiques globales concernant le cervelet étaient analogues à peu près, juste une similitude, pas exactement identique, d'autant plus que dans le cervelet, qui est le petit cerveau, on retrouve une entité, l'unité morphofonctionnelle qui se répète dans toute la surface du cervelet. Ce n'est pas le cas au niveau du cerveau, puisque nous avons affaire à des lobes cérébraux différents, dont l'épaisseur est différente. Et puis, on a des unités fonctionnelles, c'est ce qu'on appelle les colonnes verticales fonctionnelles, les unités fonctionnelles de la substance grise cérébrale, qui délimitent, on a ces circonvolutions, c'est des replis superficiels qui dessinent un remaniement externe de la substance blanche sous forme de replis qu'on appelle, c'est ça, c'est ces replis externes qu'on appelle les circonvolutions. Et ça délimite aussi des lobes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le détail structural de l'organisation de cette substance grise qu'on appelle le pallium ici, qu'on appelle l'écorce cérébrale, qu'on appelle cortex cérébral. Voilà, en gros. Donc, sous forme d'introduction, le cortex cérébral, c'est l'écorce cérébrale, c'est le pallium. Et ça correspond à quoi exactement? C'est une mince couche de substance grise qui enveloppe, qui recouvre les hémisphères cérébraux. Donc, ce cortex cérébral, comparativement dans la structure, je disais, je n'ai pas continué ma phrase, j'ai dit que pour le cervelet, on a l'unité morphofonctionnelle fondamentale qui se répète dans toute la surface du cervelet. Ce n'est pas le cas au niveau du cortex cérébral, puisqu'on a affaire à plusieurs types d'organisation structurale et morphofonctionnelle, c'est-à-dire que d'une circonvolution à une autre, d'un lobe à un autre, on a bien sûr correspondant à des fonctions différentes. Ce n'est pas le cas au niveau du cervelet. Dans chaque unité, c'est le même travail qui est effectué par l'organisation en 3 couches. On a la même organisation, le même type cellulaire, et les cellules de Purkinje qui correspondent à l'efférence unique du cervelet, et c'est tous ensemble ces neurones, bien ces cellules tout ensemble qui contribuent à effectuer ce rôle global du cervelet. Par contre, au niveau du cortex cérébral, c'est des unités morphofonctionnelles. D'une zone à une autre, on a une distinction, on a des neurones différents et on a l'épaisseur de la substance grise qui diffère d'une circonvolution à une autre ou bien d'un lobe à un autre.
Mais en gros, on a deux types d'organisation, on va le voir tout de suite. L'organisation la plus primitive qu'on appelle l'allocortex, on va le voir tout de suite. Et nous avons l'organisation majoritaire qui correspond à 90% de la surface de la substance grise qu'on appelle l'isocortex. On va le voir tout de suite. Ce qu'il y a lieu de savoir dans les généralités, c'est que la structure du cortex cérébral ou bien de l'écorce cérébrale est une structure très complexe et qui présente de maintes variations d'une zone à une autre. Et vous le savez, là, c'est un peu de physiologie, si vous voulez. Le cortex cérébral, c'est le centre nerveux d'intégration qui permet d'analyser, d'élaborer des réponses motrices, d'analyser toutes les informations qui lui parviennent et de répondre à ces informations. C'est la base structurale de tout ce qui est mémoire, intelligence, apprentissage, langage, etc. Et puis, on a aussi, c'est le siège des fonctions neurologiques primitives, telles que l'odorat, par exemple, et même aussi de certaines fonctions cognitives et des fonctions neurologiques aussi les plus avancées, telles que le langage, la mémoire, la conscience, les émotions, l'apprentissage, etc. Voilà, en ce qui concerne les généralités. Ça va? En ce qui concerne les généralités concernant le rôle physiologique, si vous voulez, ou bien une représentation globale de l'écorce cérébrale. On va commencer, comme d'habitude, par l'origine embryologique, comme on a fait précédemment. Je continue à y aller, vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Donc, en ce qui concerne l'origine embryologique de l'écorce cérébrale, elle est, tout comme tous les organes nerveux, d'origine neurectoblastique. Et cette fois-ci, on va noter des dilatations, comme on l'a vu précédemment. Il y a des dilatations qui apparaissent au niveau du tube neural. On a d'abord 3 stades, 3 dilatations. Ensuite, le stade de 5 dilatations sous forme de vésicule cérébrale primitive. Donc, à la fin de la 4e semaine du développement embryonnaire, et plus précisément au niveau de la zone, de la région crâniale ou bien céphalique de l'embryon, de l'embryon et du tube neural. Donc, au niveau de la zone céphalique du tube neural précisément, il y a les 3 dilatations qui se transforment en 5 dilatations, 5 vésicules, et plus précisément, dans le stade 5 vésicules, nous avons le prosencéphale, la première vésicule primitive cérébrale. Elle va, se diviser, on l'a déjà vu précédemment, elle se divise en diencéphale et en 2 vésicules télencéphaliques. Ces 2 vésicules télencéphaliques, c'est elles qui vont se transformer ultérieurement en 2 hémisphères cérébraux. Donc, c'est ces 2 vésicules qui vont évoluer et cette évolution, ce développement, ces remaniements, ils vont s'opérer entre le 2e mois du développement embryonnaire et le 6e mois du développement embryonnaire. Cela étant dit, cela signifie que à la fin du 6e mois du développement embryonnaire, on a pratiquement la finalité du cerveau qui se met en place. Le cerveau est presque complètement, pour ne pas dire complètement, formé vers la fin du 6e mois de la grossesse. Et on vous dit que chaque vésicule télencéphalique, elle comprend 3 compartiments, 3 parties. Elle a une cavité, une lumière, une cavité, un plancher, donc la base, le plancher, et il y a ce qu'on appelle la voûte. La voûte, c'est le couvercle, si vous voulez, la coupole, le dôme. Donc, c'est une couverture qui est un peu courbée qu'on appelle la voûte. Donc, c'est le plafond, si vous voulez. Donc, c'est cette région supérieure qui présente une petite courbure comme ça qu'on appelle la voûte. Et c'est à ce niveau-là, exactement au niveau de cette couverture, de ce plafond, si vous voulez, qu'il y aura des remaniements qui vont faire dans un premier temps, de telle sorte à ce que cette courbure supérieure des vésicules télencéphaliques de part et d'autre, bien sûr, s'épaississent d'abord. Ensuite, elles vont subir un mélange, un remaniement qui va résulter de l'apparition de plis. Il y aura des plis profonds
qui vont subdiviser cette voûte épaissie en lobes d'abord, qui vont découper cette partie-là en lobes. Ensuite, il y aura des plis moins profonds, superficiels, qui vont subdiviser cette voûte en circonvolution. Voilà. Et là, on aura le début, l'apparition de l'écorce cérébrale. Voilà un embryon d'1 mois à peu près, enfin de la 4e semaine du développement, vers 29 jours, 30 jours. Vous avez la courbure céphalique ici, le prosencéphale. Là, on est au stade 3 vésicules, et c'est cette vésicule crâniale du tube neural qui va subir des remaniements, et plus précisément les 2 vésicules télencéphaliques qui vont se mettre à subir des remaniements internes profonds par l'apparition de replis profonds qui vont subdiviser, la voûte, le plafond de ces vésicules télencéphaliques. C'est la partie supérieure, superficielle, en circonvolution en lobe, dans un premier temps. Ensuite, il y aura l'apparition de replis moins profonds qui seront superficiels, et ceux-ci vont subdiviser donc la surface des vésicules télencéphaliques primitives en circonvolution, parce qu'il y aura des remaniements, elles vont s'interpénétrer ces couches-là pour donner l'aspect qu'a le cerveau à la naissance, c'est-à-dire une écorce cérébrale qui est formée de circonvolution. Voilà. C'est-à-dire cet aspect-là. Voilà. En circonvolution. La surface externe du cerveau. Ça va? Donc, j'ai ramené aussi le schéma qu'on a vu hier. Stade 1, au niveau de la partie crâniale du tube neural, on a les 3 vésicules, prosencéphalique, mésencéphalique, grambencéphalique. Et là, on s'intéresse beaucoup plus au prosencéphale, lequel se divise en 2 vésicules télencéphaliques et en diencéphale. On laisse de côté tous ces autres compartiments, ces parties-là. On s'intéresse aux 2 vésicules télencéphaliques et à l'évolution de ces 2 vésicules télencéphaliques qui apparaissent au stade 5 du développement embryonnaire. Voilà les 2 vésicules télencéphaliques qui correspondent au fait aux 2 ébauches de part et d'autre des 2 hémisphères cérébraux, voilà, qui vont évoluer. Ensuite, il y aura des remaniements qui vont donner donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit par la fissure longitudinale profonde, médiane. Ensuite, on aura des remaniements, des circonvolutions. Ensuite, subdivision par des plis plus profonds en lobe. Ensuite, moins profonds en circonvolution. Ça va? C'est bon? Et le résultat final, c'est le cortex cérébral avec ses circonvolutions qui sont caractéristiques au cerveau des mammifères. Pratiquement tous les mammifères présentent une écorce cérébrale qui est faite de circonvolutions, de lobes et de circonvolutions. Mais d'une zone à une autre, il y a une différence dans l'agencement cellulaire, dans le nombre de cellules, dans le type cellulaire et le nombre de couches cellulaires. D'où la diversité des fonctions du cortex cérébral. Vous avez compris ce que j'ai raconté hier? Je vous laisse. Ça va? Je continue? Madame, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai pas bien entendu cette dernière partie. Qu'est-ce que vous voulez que je répète? J'ai dit que la structure en circonvolution du cerveau humain est similaire à la structure en circonvolution de tous les mammifères. Tous les mammifères présentent un cerveau, du moins la partie superficielle du cerveau, la substance grise, le pallium, ou bien l'écorce cérébrale, qui est subdivisée en circonvolution. Cet aspect-là en circonvolution, il est typique, caractéristique au cerveau des mammifères. D'accord? Et je disais que d'une zone à une autre, d'une circonvolution à une autre, on peut avoir d'un lobe à un autre, d'une circonvolution à une autre, on peut avoir ce qu'on appelle les unités fonctionnelles,
les colonnes, c'est sous forme de colonnes verticales, c'est-à-dire dans le sens de la longueur de cette substance grise, on a des colonnes fonctionnelles. Cette partie-là, au niveau de la même, d'une circonvolution à une autre, pardon, d'une circonvolution à une autre, on peut avoir des fonctions physiologiques différentes qui correspondent à des unités. On les appelle d'ailleurs les colonnes verticales des circonvolutions cérébrales. On va voir ça après. Je vais faire un peu d'histophysiologie pour mettre de l'ordre dans ce que je viens de raconter là. Ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. De quoi? Donc, on va s'occuper maintenant de la structure histologique un petit peu détaillée de cette écorce cérébrale, du cortex cérébral. On va voir que, tout comme j'ai fait pour l'écorce cérébelleuse, je procédais pratiquement de la même manière pour l'écorce ou le cortex cérébral, en donnant d'abord les grandes lignes et les grandes caractéristiques globales, morphologiques du cortex cérébral. Et on va voir qu'on a une similitude dans ces caractéristiques à beaucoup de différences près, parce que en fait, on n'a pas la même unité morphofonctionnelle, elle ne se répète pas au niveau du cerveau de l'écorce cérébrale, tout comme elle se répète au niveau du cerveau. Je le répète pour la énième fois, que ce soit clair. Donc, la première caractéristique, c'est le plissement. Effectivement, à la surface du cortex cérébral, donc au niveau de chaque hémisphère cérébral, elle est irrégulière, elle est plissée, repliée sur elle-même. Donc, il y a un grand nombre de replis profonds, de plis profonds qui délimitent, qu'on appelle les scissures. Celles-ci, elles nous permettent d'obtenir des lobes. Les replis, les plis profonds, ils délimitent on les appelle les scissures. Et ça donne des lobes. Donc, ça subdivise d'abord le cortex en lobes. Et chaque lobe, aussi, lui, il va subir des subdivisions. Et celles-ci, elles sont moins profondes, elles sont superficielles. C'est sous forme de plis moins profonds qu'on appelle. Et ça va délimiter, qu'on appelle les sillons. Et ils vont délimiter des circonvolutions. Ça va? Vous voulez que je répète cette phrase, cette explication? Oui, s'il vous plaît. Vous parlez du plissement YEC. Je parle du plissement de l'écorce cérébrale. Je dis que la surface... D'accord. OK. Donc, la surface de chaque hémisphère cérébral, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, de toute l'écorce cérébrale est irrégulière et elle est repliée sur elle-même. Et on note le fait qu'elle soit creusée de plis et de replis, d'un grand nombre de plis profonds. Ces plis profonds, ils vont nous permettre d'individualiser, de délimiter des lobes. Dans chaque lobe, on va constater qu'il y a des plis moins profonds que les précédents. Et les plis profonds, on les appelle scissures. Ces scissures, elles vont individualiser des lobes. Ensuite, dans chaque lobe, suivez bien avec moi, dans chaque lobe, il y aura aussi des replis, donc des creux. Chaque lobe, il sera creusé par d'autres replis, mais cette fois-ci, ces replis, ils sont moins profonds que ceux qui ont délimité les lobes. On les appelle les sillons. Et ces sillons, ils vont délimiter des circonvolutions. Voilà. D'accord? Donc, scissures, c'est des plis profonds qui donnent des lobes. Les sillons, c'est des plis moins profonds qui délimitent des circonvolutions. Ça va? Donc, en fait, l'organisation de l'écorce cérébrale, vous répondez à mes questions, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas avancer si vous ne me dites pas est-ce que vous avez compris ou pas. Donc, l'écorce cérébrale, au fait, en d'autres termes, ça signifie quoi? L'écorce cérébrale est plissée, comporte beaucoup de replis. Les premiers replis qui sont profonds, ils ont permis de délimiter des lobes cérébraux, lobe frontal, lobe occipital, lobe pariétal, le lobe temporal, etc. Et ces lobes, quand je prends ces lobes, dans chaque lobe, il y a aussi des replis, mais qui sont moins profonds. Les replis qui ont permis d'obtenir les lobes, on les appelle scissures.
Ensuite, on a d'autres replis au niveau de chaque lobe qu'on appelle sillons. Ils ont permis de délimiter ce qu'on appelle des circonvolutions. Donc, c'est l'aspect de la substance grise repliée qu'on appelle des circonvolutions. En fait, c'est ça les circonvolutions, c'est l'aspect de la substance grise. Voici les circonvolutions. Voilà. OK? Classiquement, regardez ici, lobe, lobe auditif, temporal, ici, et dans chaque lobe, dans chaque cortex, d'ailleurs on l'appelle cortex moteur, le cortex prémoteur, vous allez les voir en anatomie, en physiologie. Dans chaque lobe, on a des circonvolutions. Voilà. OK? C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir pour l'histologie. Ça va? Je continue pour le critère. Critères morphologiques. Oui, oui, mademoiselle. On peut dire pli et repli. Mal. Même chose. C'est des plis, c'est des replis. Kiff, kiff. Parce qu'un repli, un pli, c'est une sorte de fissure. Un repli, c'est un pli. Ensuite, elle se replie sur elle-même. Et c'est ce qui s'est passé, au fait, durant le développement embryonnaire. Il y a eu beaucoup de remaniements. Donc, il y a eu des plis, ensuite des replis. Ça s'est remanié intérieurement, de telle sorte à former, d'ailleurs, ces circonvolutions. C'est des replis sinueux. C'est des sinus irréguliers. C'est des replis irréguliers et sinueux. Donc, ça a dessiné des sinus irréguliers sous forme de substance grise. Elle a épousé cette forme-là en circonvolution. OK? Ça va? D'accord, madame, merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, le deuxième critère morphologique de l'écorce cérébrale, du cortex cérébral, c'est son épaisseur. En fait, au niveau je fais toujours une comparaison avec le cortex cérébelleux du cervelet. On a dit que l'épaisseur… Il est moins épais. Oui, il est beaucoup… Qu'est-ce qui est moins épais? Bien sûr, pour le cervelet a une épaisseur identique au niveau de toute la surface du cervelet qui est de 1 mm environ. Par contre, l'épaisseur au niveau de l'écorce cérébrale, elle est variable. Elle varie de 1,2 mm à 4,5 mm. D'un lobe à un autre, d'une circonvolution à une autre, on retrouve une variabilité dans l'épaisseur de l'écorce cérébrale. C'est pour ça que je vous ai dit cette variabilité dans l'épaisseur. Ça veut dire que c'est les types cellulaires, c'est le nombre de différents. Donc, rôle physiologique différent. Parce que chaque unité de colonne fonctionnelle correspond à un rôle physiologique bien déterminé au niveau de l'écorce cérébrale, chose qui n'est pas le cas au niveau du cerveau. OK? Donc, je vous ai donné de petits exemples pour que vous puissiez comprendre à peu près. On vous dit que la valeur maximale, la partie la plus épaisse de l'écorce cérébrale, c'est au niveau du lobe pariétal. C'est le lobe pariétal. Hawa, c'est quoi le lobe pariétal? Où se trouve l'os pariétal, l'os père? Et où ça? À quel niveau? Au niveau du crâne. Les os de crâne. Oui, mais à quelle partie du crâne? À quelle partie du cerveau? Au niveau de quelle partie? L'os pariétal? La partie latérale. Au niveau des côtés latéraux. Oui, au niveau des côtés latéraux. D'accord? Le lobe pariétal se trouve au niveau du côté latéral. Très bien. Donc, regardez l'épaisseur au niveau du lobe pariétal. C'est un simple exemple, hein, juste pour vous donner une idée. C'est l'épaisseur maximale. Son épaisseur est de 4,5 mm. Quand même, c'est très épais comparé à 1,2. C'est presque le triple. N'est-ce pas? C'est plus du triple. Et comparativement à l'épaisseur plus faible, c'est au niveau du lobe frontal.
on trouve une épaisseur qui est assez fine. C'est la partie la plus fine, si vous voulez, du cortex cérébral, au niveau du lobe frontal. C'est des exemples. Ça va? Vous avez saisi un petit peu? C'est bon? Oui, ça va. Très bien. Le troisième critère, c'est la stratification. La stratification, effectivement, le cortex est stratifié. Ça veut dire quoi? Déjà, c'est couches. On met de plusieurs couches cellulaires. Cellulaires, c'est des cellules nerveuses, puisqu'on est au niveau du SNC, du névrax, et plus précisément au niveau de l'écorce cérébrale, le centre lui-même du SNC. Donc, il est formé de plusieurs types cellulaires, cellules nerveuses et névrogliques, bien sûr, qui vont s'organiser en plusieurs strates, couches, ou en plusieurs couches. Donc, c'est ça la stratification du cortex cérébral. C'est très clair. OK? Et l'hétérogénéité, c'est quoi? Cette hétérogénéité correspond au fait qu'il y a plusieurs types cellulaires qui forment les différentes strates, les différentes couches du cortex cérébral. Okay. Alors, pour le cerveau, on disait homogénéité, qu'on disait pour le cerveau. On dit homogénéité parce qu'on retrouve les trois couches de la surface, la moléculaire ou plexiforme, la couche des cellules de Purkinje et puis la couche granulaire, ou bien la couche thyroïde. C'est la même structure fondamentale de base au niveau de toute l'écorce cérébelleuse pour le cerveau. D'accord? Et j'ai insisté sur cette terme hier, quand je vous ai fait le cours sur le cerveau. D'accord? Donc ici, le fait qu'il y ait différents types diversifiés, vous allez voir que même le nombre de strates, on peut passer d'une zone, surtout entre l'allocortex, c'est la zone primitive du cerveau, et l'isocortex, c'est la zone la plus répandue, c'est la subdivision la plus répandue du cortex cérébral, le 11/12e, c'est de l'isocortex. On va retrouver un agencement en 6 couches qui se répètent, mais avec différents types cellulaires. Et l'épaisseur des différents types cellulaires diffère aussi d'une zone fonctionnelle à une autre. Par contre, au niveau du cervelet, on a les 3 couches avec la même épaisseur, avec la même nature des cellules, la même composition cellulaire. Et le même fonctionnel au niveau de toute la surface du cerveau. Je le répète pour la dernière fois. OK. Allez. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Regardez ici, si je réalise une coupe au niveau de l'écorce cérébrale, l'organisation la plus répandue, je dirais plus de 90% de l'écorce cérébrale répond à cette organisation en 6 couches, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, ce qu'on appelle l'isocortex. Mais ce n'est pas tout le cortex qui est fait de ces 6 couches. Il y a le cas particulier de la partie primitive du cerveau qu'on appelle l'allocortex, où l'on ne trouvera que 2 couches cellulaires. D'ailleurs, on va les énoncer tout de suite. Mais la structure dominante de l'écorce cérébrale, c'est l'organisation de cette substance grise en 6 couches cellulaires. On l'appelle l'isocortex. On va la voir dans un moment. D'accord? C'est l'organisation la plus répandue. Donc, organisation du cortex cérébral, suivez bien avec moi. C'est des termes qui sont nouveaux. Je vais y aller doucement, je vais expliquer mes écrits. Ici, il faut que je répète plusieurs fois, il n'y a pas de problème. OK. On vous dit que le nombre de couches et les différents types cellulaires au niveau du cortex cérébral peuvent être différents, peuvent être variables d'une zone à une autre. Et ce qui nous permet d'ailleurs, ce qui nous a induit l'existence de 2 types de subdivisions, d'organisation, si vous voulez, du cortex cérébral. On a des zones, mais le pourcentage de ces zones, il est très réduit, même pas 10% du cortex cérébral, ce qu'on appelle l'allocortex. Dans ces zones, qui sont les moins épaisses d'ailleurs, c'est la partie primitive du cortex cérébral, où il y a les fonctions les plus élémentaires, telles que l'olfaction, la mémoire, plus ou moins, certaines fonctions cognitives. Mais là, c'est ce qu'on appelle la partie primitive de l'écorce cérébrale. On l'appelle l'archéopallium,
appellations anciennes, mais qui demeurent surtout en anatomie. On l'appelle aussi l'archéocortex, qu'on appelle communément l'allocortex également. Ces trois appellations signifient cette première subdivision est la plus ancienne, la plus primitive partie du cerveau. Et on en a qui présente une structure très simple, relativement simple, et qui sont agencées de façon, on va voir tout de suite, qu'il n'y a que deux couches qui forment cette partie-là qu'on appelle l'allocortex. OK? Donc, c'est une structure relativement simple. On va voir les détails concernant l'allocortex, l'archéopallium ou l'archéocortex tout de suite. En ce qui concerne la deuxième subdivision, c'est l'organisation, c'est le schéma qui se répète le plus dans l'écorce cérébrale, qui répond le plus à l'écorce cérébrale majoritairement, et plus de 90% de la surface de l'écorce cérébrale correspond à cette subdivision, à cette organisation qu'on appelle l'isocortex. Et c'est quoi cet isocortex? Quelles sont les caractéristiques de cet isocortex? On va voir qu'il a une structure plutôt complexe qui est agencée en 6 couches. On va le voir tout de suite. Suivez bien avec moi. On va voir d'abord, on va mettre de côté l'allocortex. J'ai dit que c'est la zone la plus primitive, la plus ancienne de l'écorce cérébrale. Elle est élémentaire, basique, et elle ne comprend que deux zones, deux couches, deux zones, deux régions. L'une qui est la zone qu'on appelle l'allocortex ventral. C'est cette zone, on la retrouve précisément au niveau du lobe olfactif, qu'on appelle aussi le bulbe olfactif. Et cette olfaction, c'est une fonction physiologique critique, puisque même la plupart des animaux l'ont, surtout les mammifères. C'est pour ça qu'on considère cette zone comme étant une zone primitive, ancienne. Et on a aussi la deuxième partie, la deuxième couche, c'est l'allocortex dorsal que l'on retrouve au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone qui se trouve au niveau du lobe temporal, qui est recouverte par l'os temporal. Ça, vous le savez normalement. D'accord? Donc, il y a que ces deux zones. Oui, il y a que ces deux zones qui répondent à cet agencement en deux couches. Donc, la structure histologique de cette partie-là est représentée par deux couches cellulaires très simples. Une couche granuleuse externe, superficielle, c'est la couche superficielle, qui est faite de cellules granuleuses sous forme de cellules étoilées. Et la seconde couche, c'est la couche interne, la couche profonde, qui, elle, est faite de cellules pyramidales. C'est tout. Ne cherchez pas midi à 14h. C'est tout ce qu'on veut savoir en histologie sur cette zone-là qu'on appelle l'allocortex, qui est la structure la plus primitive, élémentaire, ancienne de la surface, de la substance grise cérébrale, de l'écorce cérébrale. Et on la retrouve au niveau du lobe olfactif et au niveau de l'hippocampe, précisément, donc de l'hippocampe au centre du lobe temporal. La structure de cette zone est très simple. Elle est agencée en deux couches. Une couche superficielle de cellules étoilées, granuleuses, des grains, et on a une couche profonde de cellules pyramidales. Point barre. Ça va? Maintenant, on va s'intéresser beaucoup plus à la zone la plus répandue, à l'organisation, à la subdivision la plus répandue dans notre cerveau, dans notre substance grise, qu'on appelle l'isocortex. L'isocortex présente la forme la plus évoluée, la mieux différenciée et la plus complexe, si vous voulez, la plus complète, l'organisation la plus évoluée, si vous voulez, de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'isocortex. Et l'étude microscopique de l'isocortex révèle que cet isocortex est très étendu au niveau de la substance grise et il représente 11/12 de la substance grise cérébrale. C'est énorme. Et le reste, c'est l'allocortex, 1/12. D'accord? Et la structure, vous me suivez, la structure de base de cet isocortex, qui est assez complexe,
montre une organisation bien différenciée, bien détaillée, en 6 couches, 6 strates superposées les unes par rapport aux autres. Et cette organisation en 6 couches superposées, on l'appelle isocortex homotypique. C'est-à-dire, c'est l'isocortex où on retrouve la même organisation homotypique, c'est-à-dire la même forme, une ressemblance dans la forme, en gros. Hein, parce que ça ne veut pas dire que dans tout l'isocortex où il y a 6 couches, on a la même fonction. Non, ça signifie qu'on a une similitude de forme au niveau de cet isocortex qui est agencé, organisé en 6 couches cellulaires. OK? Ça va? Je continue? Oui, madame, continuez. Bien. Et on vous rajoute que pour ce faire, donc pour identifier cette organisation, il y a plusieurs techniques qui permettent de mettre en relief cette organisation en 6 couches de l'isocortex, en gros qu'on appelle isocortex homotypique. Si j'ai parlé d'un isocortex homotypique, c'est-à-dire cela signifie qu'il y a un autre type d'isocortex, comme cas particulier qu'on va voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous permet, microscopiquement parlant, d'identifier ces 6 couches d'isocortex, au niveau de l'isocortex? On vous dit, plusieurs techniques permettent l'étude microscopique du cortex cérébral. La première technique, elle se réfère à l'utilisation des corps cellulaires, des cellules nerveuses et des cellules névrogliques pour mettre en évidence ces 6 couches. Donc, on suit, on identifie par des techniques de coloration spécifiques, qu'on appelle d'ailleurs la méthode de Golgi ou de Nissel. C'est des techniques de coloration différentielle complexes qui permettent de colorer les noyaux cellulaires, et plus précisément les péricardions, les cytones des neurones et des cellules névrogliques. Et par cette technique, on va mettre en évidence la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et identifier les différents types cellulaires des 6 couches de l'isocortex. Celle-ci, c'est une première technique de mise en évidence. Là, c'est pas moi qui ai inventé le cours, il comporte ces détails. Hein. C'est dans le programme que vous avez ces détails. C'est un peu délicat, mais suivez bien avec moi. Et cette technique qui permet de mettre en évidence l'isocortex par la mise en évidence grâce au noyau cellulaire, plus précisément au corps cellulaire, au péricardion, aux cytones, on l'appelle la cytoarchitectonie. Cyto par rapport aux cytones, corps cellulaire des neurones et des cellules névrogliques. Par la méthode qu'on appelle méthode de Golgi ou de Nissel. C'est des techniques de coloration différentielle qui colorent les cytones de ces cellules pour mettre en évidence les 6 couches de l'isocortex homotypique. Ça va, je continue. Vous allez voir, dans la suite, vous allez mieux comprendre. La seconde technique de mise en évidence qui permet de mettre en évidence ces 6 couches, c'est de retrouver, d'identifier carrément les fibres nerveuses. Cette fois-ci, pas les corps cellulaires, pas les cytones, mais les fibres nerveuses des différents types cellulaires qui composent les 6 couches. Cette technique, on l'appelle la méthode de Weger ou bien Weger. D'accord? Et cette technique, la mise en évidence de ces 6 couches par la mise en évidence des axones, donc des fibres nerveuses, et même avec l'arbre dendritique. Donc, cette technique, surtout des fibres nerveuses, est dite myélo-architectonie. Myélo par rapport aux axones et beaucoup plus révélation de la myéline qui entoure les axones des neurones et des cellules névrogliques. OK? Donc, il y a 2 techniques qui permettent de mettre en évidence l'isocortex homotypique. Regardez ces techniques schématiquement. Donc, au niveau de l'écorce cérébrale, on vous dit l'isocortex homotypique,
Voici les 6 couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, c'est les différentes couches de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est les noyaux des cellules qui sont révélés par cette technique. La seconde, c'est les fibres nerveuses des cellules qui composent les couches qui sont mises en évidence. C'est tout. Voici la cytoarchitectonie, les corps cellulaires, mise en évidence de l'isocortex par mise en évidence des cytones des cellules nerveuses et névrogliques par la méthode ici de Nissel. Ici, par la méthode de Weger, ou bien Weger, on prononce Weger. Normalement, c'est écrit avec H. Donc, Weger, c'est la myéloarchitectonie. C'est les fibres nerveuses qui sont mises en évidence. Fibres nerveuses parallèles ou bien longitudinales. Voilà. Ici, en général, c'est les neurones d'association qui forment, comme ça, c'est des interneurones qu'on trouve ici. Voilà. C'est tout. OK? Là, on va voir maintenant les différentes couches cellulaires par cytoarchitectonie. On va identifier les 6 couches cellulaires de l'isocortex. Vous suivez toujours avec moi? Oui. Bien. Vous avez de petites voix. C'est un peu, une fois que vous aurez revu le cours et la visioconférence, vous allez voir que c'est plus simple. Suivez qu'elle avec moi, n'ayez crainte. Donc, la cytoarchitectonie, la révélation, l'identification de l'isocortex par cytoarchitectonie, c'est-à-dire par l'étude des corps cellulaires qui composent les sous-couches cellulaires. Elle révèle quoi? Elle révèle que l'isocortex homotypique présente de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de la surface vers la profondeur de la substance du cortex cérébral, 6 couches successives de l'extérieur vers l'intérieur. La toute première couche, on l'appelle, c'est à connaître, la toute première couche, on l'appelle la couche 1, c'est la couche moléculaire. On l'appelle la couche moléculaire ou bien la couche plexiforme. Ça doit vous rappeler quelque chose. On a vu la couche plexiforme au niveau du cerveau. Voilà. Mais on a d'autres cellules, d'autres types cellulaires au niveau de l'écorce cérébrale, bien sûr. Donc, elle est formée surtout par les prolongements dendritiques des cellules sous-jacentes, vous allez voir, mais également d'axones. Et donc, elle n'est pas très riche en cellules. Elle correspond à des prolongements cellulaires beaucoup plus. Et c'est les prolongements cellulaires des couches situées plus bas, sous-jacentes, qui remontent vers cette toute première couche. Mais on retrouve quand même certaines cellules nerveuses, c'est des cellules d'association beaucoup plus. On les appelle d'ailleurs cellules horizontales de type uni et bipolaire qu'on appelle les cellules de Kagel. Voilà la composition structurale de la couche moléculaire ou bien la couche plexiforme qui correspond à la couche la plus périphérique, la plus superficielle de l'écorce cérébrale de l'isocortex, je dirais, homotypique. Je continue. Je continue. OK? Oui, continue. La deuxième couche, elle est dite couche granuleuse externe. Son nom indique qu'il y a beaucoup de cellules granuleuses, mais en même temps, on retrouve au niveau de cette couche des cellules pyramidales de petite taille avec quelques cellules à corbeille. Voilà. La troisième couche, dite couche pyramidale externe, quand vous trouvez comme ça des appellations externes, internes, ça veut dire qu'il y a des couches. S'il n'y avait qu'une seule couche granuleuse, on n'aurait pas mis externe. Ça signifie qu'il y a une autre couche qui est interne, granuleuse interne. Pareil pour pyramidale externe. Si j'ai dit couche pyramidale tout court, ça veut dire qu'il y a une seule qu'il y a une seule couche de cellules pyramidales. Mais s'il y a le terme externe, ça veut dire qu'il y a une couche pyramidale interne, et c'est le cas. Donc, la troisième couche, c'est la couche pyramidale externe. Celle-ci, elle contient principalement des cellules pyramidales.
et qui sont de plus en plus volumineuses. Donc, petites cellules pyramidales, moyennes cellules pyramidales et de grandes cellules pyramidales qu'on retrouve au niveau de cette couche pyramidale externe. Au niveau de la couche 4, qui correspond à la couche granuleuse par analogie à la couche granuleuse externe, une couche granuleuse interne, celle-ci, elle comporte bien sûr également des cellules granuleuses, mais elle comporte également quelques cellules à corbeille, quelques cellules pyramidales et elle comporte des cellules dites cellules de Martinotti. Ces cellules, elles présentent un axone ascendant, c'est-à-dire qui va remonter vers les couches, vers le haut. Cet axone, on va le retrouver même au niveau de la couche. Donc, il remonte vers le haut. D'accord? Pour la couche 5, c'est la couche pyramidale par analogie à la couche pyramidale externe, c'est la couche pyramidale interne. Donc, cette couche pyramidale, elle est dite aussi la couche ganglionnaire. Cette couche, puisque c'est la pyramidale interne, elle est peuplée de cellules pyramidales. Mais on retrouve un type de cellule pyramidale très particulier, spécifique à cette couche, qu'on appelle les cellules pyramidales géantes. Ces cellules pyramidales géantes ont reçu le nom de cellules de Betz. Et ces cellules, elles ont la particularité, leur particularité est le fait que leurs axones quittent carrément le cortex. Ils se rendent aux autres étages encéphaliques. D'accord? Et puis, on a la toute dernière couche qu'on appelle la couche, elle est dite couche ganglionnaire. Et on a la couche 6, qui est également dite couche des cellules fusiformes, parce qu'il y a beaucoup de cellules fusiformes. C'est la population cellulaire la plus dominante au niveau de cette couche. On l'appelle aussi la couche polymorphe ou bien couche des cellules fusiformes. On a des couches granuleuses au niveau de cette couche, avec entre autres ces cellules fusiformes caractéristiques à cette couche, qui est la population dominante. On a également des cellules granuleuses. Et on vous dit que ces cellules, on voit pour la plupart leurs axones dans la substance blanche. Voilà pour ces couches, ces cellules de la couche 6. C'est à connaître. OK? Je continue. Regardez ici une représentation schématique de l'isocortex homotypique qui est mis en relief, en évidence par les différentes techniques de coloration. Pour la coloration de Golgi et de Nissel, c'est la mise en évidence des corps cellulaires. C'est des techniques de coloration qui permettent de colorer, il y a la densité de la coloration des corps cellulaires. La coloration de Golgi et la coloration de Nissel. Par contre, on a les 6 couches qui sont mises en évidence par cette coloration. Par contre, la coloration de Weger, elle met en évidence les prolongements, les fibres nerveuses. Voilà, c'est tout ce qu'il y a lieu de savoir. Donc, si je vous montre un isocortex à 6 couches où il y a des fibres, c'est la coloration de Weger. S'il y a les corps cellulaires qui ont permis de mettre en évidence les 6 couches de l'isocortex homotypique, vous verrez même de l'isocortex hétérotypique. Tout de suite, on va voir les cas particuliers. Qu'est-ce qu'on appelle l'hétérotypique? On va voir tout de suite. Et c'est par la technique de coloration de Golgi et de Nissel. Et en gros, c'est ces deux techniques qui sont le plus utilisées. La coloration de Golgi et de Nissel, parce qu'elles permettent d'identifier les corps cellulaires, des neurones et des cellules névroniques. Je continue. Une fois qu'on aura finalisé ce cours, vous allez mieux comprendre. D'accord? Là, sous forme de petites remarques, je vous explique que le fait que l'isocortex, en gros, soit organisé de la manière dont je viens de l'énoncer précédemment, c'est-à-dire en 6 couches, on retrouve cette organisation fondamentale, cette disposition en 6 couches, cette subdivision dans la grande majorité de la surface de l'isocortex. Et on vous dit que l'importance respective des différentes couches n'est pas partout la même. Oui, c'est le cas parce que chaque zone, chaque région
a sa spécificité fonctionnelle, d'où le fait qu'on parle des aires fonctionnelles physiologiques, des surfaces. Une aire, A-I-R-E-S, signifie surface, zone, région, colonne fonctionnelle. Donc, chaque agencement, chaque zone dans la circonvolution, dans le lobe, dans la circonvolution d'une circonvolution à une autre, d'un lobe à un autre, a une signification fonctionnelle particulière qui est différente de l'autre. Donc, ainsi, on va remarquer que selon cette importance de cette organisation et qui est en relation directe avec la fonction physiologique de ces zones-là fonctionnelles, on va remarquer qu'il y a deux subdivisions. On a la subdivision homotypique. C'est quoi cette division homotypique? On dit que c'est l'isocortex associatif qui comporte les 6 couches de cellules superposées et distinguables qui répond. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est l'isocortex homotypique. Et c'est l'isocortex associatif. Ça veut dire quoi, associatif, en physiologie? Sont associées les unes les autres, au mode elles sont pas séparées par un truc particulier. Je parle de ce terme technique physiologiquement parlant. La zone qui est associative, l'isocortex associatif. Vous allez me répondre à cette question après. Que signifie une zone associative, physiologiquement parlant? Qu'est-ce qu'on appelle l'isocortex homotypique associatif? Parce que vous allez voir que dans cette organisation, c'est la plus dominante. On a dit que c'est la plus fréquente et c'est les 11/12e de la surface de l'isocortex qui répond à cet agencement, à cette organisation. Donc, c'est l'isocortex homotypique qu'on vient de voir tout de suite, qui comporte les 6 couches qu'on a énumérées de l'extérieur vers l'intérieur, vers la profondeur de l'isocortex. La substance grise, de la profondeur de la surface de la substance grise jusqu'à la profondeur de la substance grise, la couche la plus interne. Et on a un deuxième modèle qu'on appelle l'isocortex hétérotypique. C'est quoi cet isocortex hétérotypique? En fait, il va répondre, lui, à 2 autres types d'organisation. Le premier, on l'appelle l'isocortex hétérotypique agranulaire. Le A, c'est le A de la négation. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a pas de granulation. Comment? Qu'il n'y a pas de granulation. Bien, il n'y a pas de cellules granulaires. Il n'y a pas où il y a peu, où il y a plus de cellules granulaires. Voilà. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2 couches de cellules granulaires, la couche externe et la couche interne. La couche 3 et la couche 5. C'est ça? Non, c'est la couche 2 et la couche 4. Oui, c'est la 2, la 4, 3, 5, c'est les pyramides. 2 et 4. Voilà, la couche 2 et 4. La couche granulaire externe et la couche granulaire interne. C'est les 2 couches 2 et 4. Donc, l'isocortex agranulaire, d'où son nom. Son nom indique que cet isocortex, il comporte, soi-disant, les couches qu'on a vues précédemment avec soit carrément absence des couches granulaires ou bien réduction maximale des cellules granulaires au niveau de ces 2 couches granulaires externes et internes. Et c'est le cas. Mais si ces 2 couches granulaires externes et internes sont très réduites ou voire absentes, vous allez voir qu'on va voir amplification de l'épaisseur des couches pyramidales externes et internes. Voilà, donc voici les caractéristiques de cet isocortex agranulaire. On vous dit que cet isocortex agranulaire, il caractérise les zones motrices, les aires motrices. Donc, c'est les zones motrices au niveau des circonvolutions motrices ou bien des lobes moteurs
qui répondent à cet agencement où les couches granulaires externes et internes sont très réduites, avec une amplification, une prédominance des couches pyramidales externes et internes. Donc, réduction des couches 2 et 4 et prédominance des couches 3 et 5 pyramidales. C'est bon? Je continue. On va voir dans cette subdivision un deuxième type, très bien, un deuxième type d'organisation dans l'isocortex hétérotypique. Donc là, il est différent de l'homotypique parce que l'épaisseur des couches granuleuses et des couches pyramidales est différente. Dans le premier cas, il y a réduction maximale des couches granuleuses avec amplification et une densité importante, une prédominance des couches pyramidales 3 et 5. Et au niveau de l'autre type d'organisation, c'est ce qu'on appelle l'isocortex granulaire. Et cet isocortex granulaire, il caractérise les aires sensorielles, les zones sensorielles, des circonvolutions sensorielles ou bien les lobes sensoriels. Et dans cette présente organisation, qu'est-ce que l'on retrouvera? On parlera d'ailleurs de cortex granulaire. Pour le premier, on parle de cortex pyramidal parce que c'est les couches pyramidales qui prédominent. Par contre, au niveau du cortex granulaire, on parlera de l'isocortex granulaire. On va parler d'un cortex granulaire où on note un développement, une prédominance des couches granulaires, donc des couches 2 et 4, prédominance des couches 2 et 4, avec une réduction maximale des couches pyramidales 3 et 5. Donc, c'est le contraire qui se passe entre l'isocortex agranulaire et l'isocortex granulaire. Voilà. Et dans l'isocortex granulaire, on vous dit que presque toutes les couches sont envahies par les cellules granuleuses, avec de très rares cellules pyramidales. Non seulement nous avons des couches granulaires qui prédominent beaucoup plus, avec réduction maximale des couches pyramidales, mais on vous rajoute que pratiquement toutes les couches, il y a une invasion de toutes les couches de l'isocortex par des cellules granuleuses ou bien granulaires, avec de très rares cellules pyramidales. Voilà. Et toutes ces caractéristiques, vous devez les connaître. Regardez très schématiquement, ne regardez pas les détails et les écritures, je veux juste que vous ayez un petit aperçu de la forme, de la présentation des différentes couches. Quand il s'agit du cortex, ici on a 3 types de cortex homotypiques, on ne va pas rentrer dans ces détails, c'est pas cette année que vous allez les connaître. Ici, vous avez 6 couches bien développées dans ces 3 types de cortex homotypiques. Vous allez les voir après en neurologie. Le cortex homotypique, où on retrouve les 6 couches, même si elles sont moins épaisses ou autres, mais elles sont toutes présentes. Et des épaisseurs différentes, bien sûr, l'épaisseur de ces couches et la variété de ces cellules et la densité des populations cellulaires a un rapport direct avec la fonction physiologique de ces cortex homotypiques. On a 3 subdivisions de cortex homotypiques. Je ne vais pas les noter parce que ça vous dépasse un petit peu. Et nous avons le cortex hétérotypique agranulaire. Regardez, pour la granulaire, il n'y a presque pas de couches granulaires qui sont vraiment très réduites. On a 2 modèles où le cortex granulaire, les couches granulaires sont quasiment absentes, avec un développement très important des couches pyramidales. Et puis ici, nous avons le cortex hétérotypique, cette fois-ci granulaire, où il y a une prédominance des couches granulaires, avec presque absence des couches carrément des cellules pyramidales. Et au fait, dans ce cas de figure présent, cortex hétérotypique granulaire, il y a une invasion de toutes les couches par les cellules granulaires. Juste un petit aperçu, ne lisez pas, juste pour avoir une idée, comme quoi les dimensions, l'épaisseur des couches
et la population cellulaire qui s'y trouve sont différentes d'une subdivision à une autre. OK? Regardez ici un petit peu une petite représentation des différents types de cortex homotypiques. Là, on parle du pariétal, du frontal. Regardez, même si c'est des cortex homotypiques, c'est-à-dire avec les 6 couches, mais la densité des populations diffère d'une circonvolution d'un lobe à un autre. Au niveau pariétal, au niveau frontal, c'est différent. L'agencement des cellules, la population cellulaire, l'épaisseur des strates est différente, d'où la variabilité fonctionnelle, la différence des fonctions physiologiques. OK? Voilà. C'est bon? Relisez tout ça à tête reposée. Si vous n'avez pas assimilé quelque chose, la séance prochaine, je vais répondre à vos questions. Il y a beaucoup d'informations. C'est un peu complexe, mais à tête reposée, relisez le PDF, revoyez l'enregistrement, réécoutez ce que j'ai expliqué si vous n'avez pas compris celui-là. D'accord? D'accord, merci. Donc, on a dit précédemment qu'il y a 2 techniques qui permettent de mettre en évidence l'isocortex homotypique. La première, c'est par cytoarchitectonie. Donc, la deuxième technique, c'est par myéloarchitectonie, qui signifie par la mise en évidence des fibres nerveuses des différentes couches cellulaires. Et donc, l'isocortex homotypique peut être distingué par les différentes fibres nerveuses que l'on retrouve au niveau des différentes couches cellulaires, des 6 couches cellulaires de l'isocortex. Et quels sont les types de fibres que l'on va retrouver? On va retrouver des fibres qui sont tangentielles à la surface, c'est-à-dire parallèles à la surface du cortex. C'est ce qu'on appelle les fibres tangentielles. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est des fibres tangentielles. Elles sont parallèles à la surface. C'est tout, c'est tout ce que cela signifie. Hein. Voilà, les fibres tangentielles, elles sont parallèles à la surface. Donc, cette technique, elle permet de mettre en évidence, mais bien sûr, ça a une signification physiologique. Hein. Pour l'histologie, c'est tout ce que vous devez savoir. Donc, la mise en évidence de l'isocortex homotypique par myéloarchitectonie par la méthode de Weger nous permet d'identifier des fibres, 2 types de fibres nerveuses, des fibres nerveuses tangentielles, les voici, qui sont parallèles à la surface de l'isocortex, et nous avons un deuxième modèle de fibres nerveuses qu'on appelle les fibres radiaires, qui sont, elles, perpendiculaires à la surface du cortex. C'est tout. C'est celles-ci qui sont perpendiculaires à la surface du cortex. Voilà. Ça va? C'est tout. Les détails, tout ce qui est écrit, ce n'est pas pour vous. Donc, juste schématiquement, une idée globale de la signification de la deuxième technique de mise en évidence de l'isocortex homotypique par myéloarchitectonie. OK? C'est bon, Yeresh? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. On va faire un peu d'histophysiologie pour finaliser, comme ça vous n'allez pas vous effrayer un petit peu, juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour que vous puissiez assimiler la signification de tout ce que j'ai raconté sur cette organisation qui est un peu compliquée pour vous. Donc, on vous dit que la stratification du cortex n'est pas seulement un agencement morphologique. Cela signifie quoi? Cela veut dire que ce n'est pas une forme qu'épouse l'isocortex d'une zone à une autre uniquement. Mais cet agencement, cette organisation des couches, l'épaisseur des couches, le nombre de couches a une signification plus complexe et témoigne d'une spécialisation fonctionnelle, donc physiologique fonctionnelle. Donc, c'est la traduction d'une spécialisation fonctionnelle. OK? Donc, très schématiquement, on vous dit que, par exemple, j'ai pris au hasard juste un petit résumé pour le rôle physiologique en gros canin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, la couche, au niveau de la couche 1, où siège quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la couche 1 qui est moléculaire?
on retrouve certaines cellules d'association qui assurent, c'est des neurones de connexion, et c'est des neurones de connexion de voisinage. Donc, ils peuvent relier une zone à une autre, d'une circonvolution à une autre, d'un lobe à une autre, d'une zone, d'une aire fonctionnelle à une autre. Donc, c'est le siège des neurones assurant les connexions de voisinage. Les couches 2 et 4, les deux couches granulaires externes et internes, elles, c'est le siège. On retrouve à ce niveau-là des neurones de réception qui reçoivent les informations. Les couches 3 et 5, c'est des neurones d'émission qui émettent des informations. La toute dernière couche, c'est le siège des neurones qui assurent les relations entre les différents hémisphères et entre les deux hémisphères. C'est différent, il n'y en a que deux, hémisphère droit et gauche, et entre une circonvolution et une autre. Voilà en gros la signification physiologique attribuée à chacune des couches, à cet agencement morphologique au niveau des différentes couches de l'isocortex. Ça va? Ça va. Très bien. Donc, en petite deuxième remarque, on vous dit que les cellules du cortex cérébral, elles s'organisent, je vous l'ai déjà dit, donc juste, on va l'écrire, je vais l'écrire. Donc, les différentes cellules du cortex cérébral, elles s'organisent en colonnes verticales. Donc, c'est des colonnes verticales, c'est un agencement en colonnes verticales qui s'étendent le long de toute l'épaisseur de la substance grise. On a des colonnes verticales. Et ces colonnes verticales ne sont autres que des unités fonctionnelles. Et ces unités fonctionnelles, elles diffèrent d'une zone à une autre. Je n'ai pas dit une unité morphofonctionnelle identique, mais elles s'organisent sous forme d'unités fonctionnelles d'une aire à une autre. C'est des aires fonctionnelles physiologiquement différentes qui peuvent jouer des rôles différents d'une zone à une autre, d'une circonvolution à une autre, d'un lobe à une autre. On a des colonnes verticales, elles s'organisent sous forme de colonnes verticales qui forment des unités physiologiques, des unités fonctionnelles. Ça va? On va faire un peu de cytologie aussi. Regardez les aires fonctionnelles. Par exemple, au niveau de certaines zones du cortex moteur primaire, nous avons le cortex prémoteur, c'est des colonnes, regardez. Et là, c'est dans l'épaisseur, c'est des colonnes qui vont dans le sens vertical de l'épaisseur de la substance grise. D'accord? Nous avons le cortex d'association somatosensitif, le cortex visuel d'association, le cortex primitif visuel. Donc, chaque zone, chaque colonne, chaque aire, chaque colonne verticale, elle délimite, elle répond, elle correspond à un rôle fonctionnel bien déterminé. Cortex olfactif, auditif, ainsi de suite, préfrontal, etc. Voilà. Après tout ça, ces détails, vous allez les voir normalement en anatomie ou bien en physiologie. Ça va? On va faire un peu de cytologie. Ça va, Yaresh? Je continue. Juste, je vais énumérer les différents types cellulaires et on va voir les caractéristiques des cellules les plus dominantes, les plus importantes du cortex cérébral. OK? Donc, on va énumérer les différents types cellulaires présents dans l'écorce cérébrale et des plus importantes. Les cellules pyramidales qui sont les plus nombreuses, c'est la population la plus dominante. Rajouté à cela, on a les cellules granuleuses. Ensuite, nous avons des cellules à double touffe, c'est-à-dire à double bouquet dendritique. Nous avons des cellules qu'on appelle les cellules de Martinotti. Nous avons des cellules à corbeille, des cellules araignées. Nous avons des cellules fusiformes, des cellules horizontales et beaucoup de cellules névrogliques au niveau de toutes les couches, à commencer par les astrocytes, les cellules stellaires, rajouter à cela des oligodendrocytes et des microgliocytes. Les microgliocytes sont des cellules immunitaires névrogliques qu'on appelle la microglie ou bien
les microgliosides, qui sont, et toutes ces cellules névrogliques, elles sont réparties un peu partout au niveau de toutes les couches du cortex cérébral. Voilà. Là, j'ai juste énuméré sans donner les rôles. Et puis, on va voir les petites, quelques caractéristiques des cellules principales de l'écorce cérébrale, c'est-à-dire les cellules pyramidales et les cellules granuleuses. Pour les cellules pyramidales, on a déjà vu les cellules pyramidales du cervelet. Elles ont presque la même forme, si vous voulez, sauf qu'on a un cas particulier où il y a des cellules pyramidales géantes qui caractérisent certaines couches du cortex cérébral. Les cellules pyramidales, c'est la population dominante, ce sont les plus importantes. On les retrouve principalement au niveau des couches 3 et 7, qui portent leur nom d'ailleurs, couches pyramidales externes et couches pyramidales internes. Elles sont de taille variable. On a vu qu'il y a de petites, de moyennes et de grandes cellules pyramidales, et leur taille varie de 12 à 60 micromètres et 120 micromètres pour les cellules géantes de Betz. Elles sont énormes, ces cellules. Elles présentent un corps cellulaire pyramidal, bien triangulaire. Elles ont donc des prolongements dendritiques ramifiés. Elles présentent un axone toujours descendant qui va s'articuler avec des neurones des autres régions du cortex. Et par exemple, avec les noyaux gris centraux donc du cervelet, avec la moelle épinière ou autre au niveau des différents étages encéphaliques. Et leur taille, et selon leur taille, on distingue surtout les cellules géantes pyramidales de Betz au niveau de la partie la plus interne du cortex, la partie profonde du cortex, et les plus petites et les moyennes cellules pyramidales au niveau des couches superficielles. Voilà en ce qui concerne les cellules pyramidales. Concernant les cellules granuleuses, elles aussi, c'est une population qui est assez dominante au niveau du cortex cérébral. On les retrouve par analogie aux cellules pyramidales au niveau elles prédominent au niveau des couches 2 et 4. Et celles-ci, elles présentent un corps cellulaire, un péricardion de petite taille qui est étoilé. Elles présentent de petites dendrites qui se ramifient au voisinage du péricardion, donc qui se ramifient tout autour du corps cellulaire. Et leur axone, il se dirige vers les régions superficielles ou bien profondes, mais il ne quitte pas le cortex cérébral, ce qui concerne les cellules granuleuses. Voilà les caractéristiques globales des cellules. Voici schématiquement quelques cellules au niveau du cortex cérébral. Vous avez la cellule de Martinetti qui présente un axone qui remonte. On a les cellules horizontales, les cellules de Cajal qu'on retrouve beaucoup plus au niveau de la couche moléculaire. Et nous avons quelques exemples de cellules névrogliques. Cellules à double bouquet dendritique, donc celles qui présentent de part et d'autre du corps fusiforme de bouquet dendritique. Vous avez la grande cellule pyramidale, une petite cellule pyramidale, une cellule étoilée qui est toute petite, une cellule granuleuse qui est toute petite, et une cellule fusiforme. C'est des exemples, quelques exemples de cellules qui se trouvent au niveau du cortex cérébral. Voici la grande cellule pyramidale de Betz, cellule géante pyramidale de Betz. Voici par fluorescence quelques cellules pyramidales avec leur corps cellulaire et leur arborisation, leur dendrite. Plus ici, normalement c'est l'axone. Voilà. Voilà. Et c'est terminé pour ce cours. Ça va? Revoyez le cours. Madame. Oui. Revoyez le cours à tête reposée. En tout cas, mademoiselle, voilà. Revoyez le cours à tête reposée. Si vous n'avez pas assimilé un point, je réexpliquerai la séance prochaine. Il y a beaucoup d'informations, mais on ne va pas rentrer dans la physiologie. On ne va pas faire de la physiologie dans ce cours. C'est uniquement ce qui a un rapport avec notre cours d'histologie et elle est descriptive. Ce cours, il est descriptif. Il décrit morphologiquement la structure de l'écorce cérébrale sans plus. D'accord? Les détails physiologiques, vous allez les voir en physiologie.
Les détails anatomiques, vous allez les voir en anatomie. En ce qui concerne le cours d'histologie, c'est le contenu du cours d'histologie, c'est ce que je viens de vous donner, et c'est largement suffisant pour vous. Oui, mademoiselle. C'est par rapport à tout à l'heure quand vous aviez dit, ça veut dire quoi, zone associative? Associative. Oui, associatif. Oui, cortex J'ai associatif. cherché, j'ai trouvé, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé que ça signifie que c'est une région de cerveau qui fait le lien entre les différentes informations reçues pour que tu... Voilà. Oui, oui. Vous n'avez rien d'autre à rajouter. Il n'y a personne qui a quelque chose à rajouter. Faites des petites C'est les heures qui... questions. Quand je vous pose comme ça des petites questions, même si c'est de la physiologie, de l'histophysiologie, faites des petites recherches. Ça va rester pour vous et on peut débattre ça. D'accord? Donc, faites-moi quand même une petite recherche et on va discuter de cela si vous voulez, parce que je pose des questions. Vous ne faites pas vos recherches et on ne débat pas de cela. C'est vous les perdants parce que, bon, moi, je le fais pour vous. Si vous voulez, faites une petite recherche, on va débattre de ce point-là la séance prochaine. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis pour vous. D'accord? Donc, faites pourquoi je l'ai mis associatif, pourquoi j'ai précisé cela, par rapport à ce qu'on a vu. Et faites la liaison avec l'histologie. Donc, j'ai dit qu'il était associatif. OK? J'aurai la réponse la séance prochaine, Inch'Allah. Poussez la recherche. Comme ça, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable et comme ça va vous permettre de mieux assimiler cette forme, cette organisation morphologique de cet isocortex. Ces aires corticales. Cette organisation des aires corticales, précisément de l'isocortex homotypique, qui est dit associatif. OK? D'accord. Vous trouvez qu'il associe la vision à la motricité, donc évidemment, il nous aide à évaluer la distance d'un objet, par exemple, pour l'attraper. Oui, oui. C'est l'un des rôles de ce cortex, d'accord? De cet isocortex homotypique. C'est l'une des fonctions physiologiques de cet isocortex homotypique, entre autres. Poussez un petit peu votre recherche, poussez-la. On va débattre ce point-là, si vous voulez. D'accord? D'accord. Merci pour votre attention. Oui, d'accord. La séance prochaine. D'accord? Madame, allez, merci les enfants. Oui. Ce sera quand la séance prochaine, s'il vous plaît? Hein? La séance prochaine, ce sera pour quand? Je ne sais pas encore. Je vous le dirai par le biais des délégués. On m'a dit que vous n'avez pas. En tous les cas, ça ne sera pas pour demain. Hein. Ça ne sera pas pour demain. D'accord. Parce qu'il n'y a que vous qu'on fait en visio. Ouais. Comment? Il n'y a que l'histologie qu'on fait en visio pour cette unité. Même la neurophysiologie, elle se fait en présentiel. Justement, donc on a beaucoup de choix. Mais demain, je ne ferai pas cours. Après, je contacterai la déléguée pour vous dire si c'est mercredi ou jeudi qu'on va finir les organes nerveux. Il nous reste un petit cours. Comment? Moi, je ne travaille pas les week-ends. C'est rare que je travaille les week-ends. C'est exceptionnel. Il est très exceptionnel que je passe un cours. Alors là, vendredi, je ne touche pas en général. Et c'est très rare que je travaille même les samedis. D'accord, merci beaucoup, madame. Ça sera soit, Inch'Allah, soit mercredi, soit jeudi. Je vais finir les organes nerveux, Inch'Allah. À 17h, s'il vous plaît. C'est mieux comme ça pour qu'on ne se fatigue pas rapidement. D'accord, mais comment on fait ça avec? D'accord. Non, la dernière, hier, je l'ai fait à 14h. J'ai mes raisons. Mais en général, je le fais un peu tard pour que tout le monde bénéficie du coup. OK? OK.
Allez, bonne soirée les enfants et merci. Au revoir, madame. À la prochaine, Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir, madame.